Bonjour à tous, merci d'être si nombreux ce matin. Le sujet qu'on va aborder pendant 1 heure avec les 3 personnes que je vais présenter juste après, c'est le métier de mangaka. Et le métier de mangaka, surtout quand on n'est pas japonais, parce que là, du coup, nous avons 2 auteurs de manga. On va développer un peu plus les questions, justement. Français. Je vais d'abord les présenter, puis ils vont vous parler rapidement de leur titre pour que vous puissiez savoir ce qu'ils ont déjà fait. Et puis on a également une personne qui est la directrice d'une école de manga, donc on en parlera aussi pour voir toutes les facettes du métier de mangaka, comment on devient mangaka, qu'est-ce que c'est que le quotidien de mangaka, et toutes les questions qui sont liées à ce métier-là. Alors tout d'abord, on a Zéliane qui a écrit pour l'instant 2 volumes d'une série qui est parue aux éditions H2T qui s'appelle Wandering Souls. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette série, nous la présenter? Allô? Parfait. Oui, alors voilà, Wandering Souls, c'est une série terminée en 2 tomes, ma première série en fait, que j'ai commencée il y a 3-4 ans. Donc qui parle d'une jeune fille, Aiten, qui vit dans son village au milieu des montagnes et qui est un peu rejetée de son village parce qu'elle agit bizarrement, elle a un comportement très étrange, notamment elle parle aux cadavres d'animaux toute seule dans son coin, vraiment très bizarre. Et un jour, alors qu'elle part en cueillette de baies, elle tombe d'une falaise et au lieu de mourir de sa chute, elle va se régénérer sous les yeux des villageois qui vont décider une bonne fois pour toutes de la bannir dans la forêt. Et c'est là que va commencer son voyage, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et durant ce voyage, en fait, elle va rencontrer un autre personnage qui a certaines réponses à ses questions et ils vont faire un bout de chemin ensemble. Très bien, merci. Nous avons juste à côté, du coup, un deuxième auteur de manga français qui s'appelle Nicolas David, qui lui a publié déjà une série en 3 tomes aux éditions Olivry. Alors, Mekaz Z ou Mekaz, qui est donc disponible en intégralité en 3 tomes. Et il vient de commencer l'adaptation de Droners, que vous voyez donc sur la droite, qui est publiée par les éditions Kana. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ces 2 titres, vous les présenter? Ouais, Droners pour le coup, c'est pas vraiment une adaptation, c'est un préquel en fait du dessin animé qui est diffusé sur TF1. Et Mekaz, c'était mon premier manga, donc c'est un shonen sportif très très dans les codes du genre. Et en gros, c'est des écoliers qui construisent un mecha. Voilà. Et donc juste pour être sûr, ça a été une création personnelle, et là du coup on vous a appelé sur le projet pour... Ouais, c'est ça. D'accord. En gros, je travaille avec Sylvain Dos Santos, qui est le producteur et scénariste du dessin animé. D'accord, donc on pourra aborder ce point-là aussi, justement, ces 2 approches de la création de manga tout à l'heure. Ensuite, nous avons sur sa gauche, pour vous, Caroline Parsons, qui est la directrice d'une école spécialisée en manga, en animation et en jeux vidéo, qui se trouve à Angoulême d'ailleurs. Vous voyez le bâtiment derrière, à côté du vaisseau Moebius en bas à droite. Donc cette école s'appelle la Human Academy. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'école déjà de manière générale? On va aborder la question du cursus manga en particulier, en laissant de côté l'animation et bien entendu le jeu vidéo, parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'école, combien elle accueille d'élèves? Oui, bonjour. Oui, c'est une école qui est arrivée en France en 2015. Du Japon, donc c'est véritablement une école japonaise et l'idée originale c'était justement de transporter la pédagogie japonaise à la japonaise en France pour aider les jeunes gens talentueux et désireux de devenir les mangaka par la suite. D'accord, très bien, merci. Alors, j'aimerais commencer par une question que je pense tout le monde se pose un petit peu. Je vois qu'en plus, il y a pas mal de jeunes dans la salle. Une question qui peut paraître un peu simple peut-être, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement être auteur de manga par rapport à être auteur de bande dessinée? Qu'est-ce que vous mettez derrière le terme
d'auteur de manga. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre approche là-dessus? Déjà, c'est un format un peu différent par la taille, par le fait que parfois les mangas souvent sont en noir et blanc, un peu en couleur. C'est aussi assez différent dans la façon de raconter des histoires, le découpage, hein, comme on appelle ça. La narration et les types d'histoires, des fois, sont assez variés, mais il y a toujours des petites choses qui se retrouvent dans les mangas qu'on retrouve peut-être un peu moins dans la bande dessinée. Donc, je parle notamment de ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Est-ce que pour vous, c'est plus au niveau narratif que ça s'impose comme un manga, au niveau format ou au niveau dessin? Parce que finalement, on pourrait se poser la question, est-ce qu'un dessin suffit à dire qu'on fait un manga? Est-ce qu'un format, le fait qu'il soit en petit format de 180 pages, ça suffit? Est-ce que c'est que la narration qui impose ça, ou c'est l'ensemble? C'est vraiment une question très vaste et enfin, qui est quasi impossible à répondre. En fait, c'est quoi la différence entre un manga et une BD? Et on le sait quand on tient un manga. Par exemple, là, on voit tout de suite que c'est un manga. Enfin, des jeunes vont se dire ça, c'est un manga, c'est ce que j'ai envie de lire, etc. Mais par contre, le définir exactement, c'est quoi la différence entre un manga et une BD, je pense pas qu'il y ait vraiment de règles particulières, quoi. C'est juste, enfin, c'est comme définir, par exemple, qu'est-ce que ce serait du rock par rapport à de la musique classique, etc. On pourrait dire les instruments, etc. Mais c'est pas forcément vrai, quoi. Donc voilà. Je vais poser la question autrement alors. Est-ce que vous considérez comme auteur de manga? Oui. Ouais. Aussi, ouais. Aussi. Mais est-ce que vous pourriez être auteur de bande dessinée? Parce que justement, on va essayer d'aborder cette question. Pourquoi là, on est sur la scène manga, on parle de manga au format manga, avec une narration manga et un dessin manga, comme on vient de le dire. Est-ce que vous serez prêt, si on vous le propose, ou si vous avez une idée en tête qui peut se développer en format bande dessinée, de le faire? Ou vous êtes vraiment centré sur cette idée de faire du manga? Moi, j'ai commencé à faire de la narration visuelle avec le manga, donc pour moi, c'est très difficile d'imaginer de changer de style de narration, parce que pour moi, le manga, c'est aussi beaucoup de la narration, parce qu'en fait, quand on définit le manga par son style graphique, aujourd'hui, on voit que c'est pas forcément vrai, parce qu'on voit des bandes dessinées qui s'inspirent des travaux japonais qui s'inspirent de la bande dessinée franco-belge, donc c'est vraiment tout un mélange, c'est assez complexe à définir. Personnellement, je pense qu'il me faudrait un vrai travail de recherche et d'approfondissement sur ce qui est vraiment la narration d'une bande dessinée pour réussir à m'éloigner de ce que je faisais depuis que je suis toute petite en manga. C'est ce que vous faisiez intuitivement, en fait. C'est ça, c'est pas... D'accord. Et justement, je vais vous poser la question dans votre école. Les étudiants qui arrivent et qui veulent faire donc, la Human Academy pour apprendre le manga, est-ce qu'ils arrivent déjà avec une idée très précise de ce qu'ils ont envie de faire mangaka, donc pour être clair, hein, auteur de manga, ou est-ce que c'est le fait de raconter une histoire qui les intéresse, et puis après peut-être qu'ils vont choisir peut-être le jeu vidéo ou l'animation? Quel est le profil? Oui, bien évidemment, on a beaucoup de candidats qui adorent le manga, qui sont passionnés de manga, et ainsi ils font beaucoup de recopiage, ils s'inspirent d'autres mangas. Et c'est précisément, effectivement, ce genre de profil qui ne nous intéresse pas tant que ça. Parce qu'en fait, pour vraiment devenir mangaka et pour réussir en étant mangaka, il faut avoir vos propres histoires, justement. Donc, on cherche les gens. Et aussi, être capable de s'inspirer d'autres médias, d'autres disciplines, d'autres mondes et d'autres univers autres que le manga, pour ajouter quelque chose d'original et intéressant au mix de manga. Et si vous creusez dans l'histoire de manga, vous voyez que depuis le début, ça a toujours été nourri, enrichi et influencé par d'autres mouvements d'art, d'autres littératures, plein de choses. Donc c'est vraiment important que avec une idée de devenir mangaka, que vous êtes capable de vous inspirer. J'aimerais juste aussi répondre à la question qu'est-ce que c'est manga, qu'est-ce que c'est la différence entre manga et BD. Nous, à l'école, on crée une différence, bien que c'est vrai que le mot manga traduit du japonais, ça veut dire BD. Donc, les Japonais, ils ne font pas de différence. Mais moi, depuis le début de mon expérience à l'école,
je vois que pour moi, la différence, c'est il y a une proximité avec le cinéma qui est très, très important. Et c'est pour ça qu'on est plus capable de s'immerger dans une scène de manga parce qu'ils prennent des codes de montage classique, par exemple, qui fait que justement on est vraiment dedans une scène, dedans l'action. Donc pour moi, c'est une grande différence, bien que je suis d'accord avec vous, c'est juste un style quand même, mais ça crée une grande différence entre qu'est-ce que c'est le BD et qu'est-ce que c'est le manga. C'est le style de narration, du coup, qui est beaucoup plus décompressé dans le manga. Ça. Et il y a une autre chose aussi que on m'avait dit dès le début quand j'avais commencé à poser la question, qui est que pour le BD et le BD de l'Ouest, c'est le personnage qui sert. Non, c'est c'est le personnage qui sert l'histoire. Mais pour le manga, c'est l'histoire qui sert le personnage. Et c'est l'univers et les personnages qui sont vraiment prioritaires. Et c'est comme ça que ça permet en fait de créer des histoires beaucoup plus profondes, plus philosophiques même, qu'une histoire en l'Occident. Ça vous parle, cette différence justement au niveau du travail sur le personnage et le travail sur l'histoire qu'on trouve de manière schématique? Alors bien sûr, il y a des titres qui font les transitions entre les deux genres, entre plusieurs genres. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous essayez d'avoir un œil là-dessus, ou est-ce que votre histoire, en fait, vous la pensez directement de cette manière-là et elle coule Non, c'est complètement ça en fait. C'est le fait de travailler les personnages, leur développement. Moi, je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à lire des mangas, parce que j'ai découvert des personnages auxquels je me suis attachée, je les ai vus grandir, et ça m'a donné envie de faire grandir d'autres personnages. Et en fait, la plupart du temps, quand j'écris une histoire, ça part d'un personnage. C'est pas une histoire et on va mettre des personnages parce qu'il faut que l'histoire fonctionne avec des personnages. On a un personnage, il faut qu'il aille comme ça dans son développement. Donc l'histoire va se fabriquer tout autour. D'accord, très bien. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, d'accord, très bien. Est-ce que, avant qu'on voit le parcours que propose l'école, est-ce que vous pouvez nous dire, on va commencer par vous, Nicolas David, vu que vous n'avez pas parlé à l'instant, on va faire tourner un peu la parole. Est-ce que vous avez fait une école? Est-ce que vous avez fait des études particulières de dessin? Comment vous êtes devenu mangaka? Parce que vu qu'il y a un jeune public, je pense que la question se pose vraiment. Pour le coup, pas d'école, je suis autodidacte. Comme la plupart des auteurs de ma génération, pour le coup. Comment je suis devenu mangaka? C'est un peu en s'acharnant. Alors, du coup, moi, j'ai repris le dessin plutôt sur le tard, donc du coup, je crois que je devais avoir la vingtaine passée. Donc, du coup, après, ça a été juste enchaîner un petit peu les refus d'éditeurs, participer à des concours, etc. Mais c'est un peu ça. Comment devenir mangaka? En vrai, faut s'accrocher, quoi. C'est un peu le seul secret, en vrai. Voilà. D'accord. Est-ce que Zéliane, vous avez quelque chose? Alors moi, quand j'étais petite, j'ai dessiné du manga pour moi dans mon coin. Après, j'ai pris quelques cours de dessin anatomique, notamment, parce que ce que je cherchais, c'est aussi à avoir les bases du manga, enfin le base du dessin avant même les bases du manga, même si je faisais du manga avant. Et j'ai aussi fait une école d'art plastique. Parce qu'arrivé fin lycée, j'avais plusieurs choix, savoir est-ce que je vais dans une école de manga parce que j'en dessinais déjà beaucoup, est-ce que je fais les beaux-arts, etc. Et finalement, ce qui m'a le plus intéressée, c'est comme vous disiez, de plutôt m'intéresser à l'art en général, parce que le manga c'est certes du dessin, mais c'est aussi une histoire, et pour bien raconter des histoires, il faut être conscient du monde qui nous entoure. Et donc je me suis dit que la fac d'art plastique pouvait me permettre de découvrir plein de formes d'art différentes et du coup m'enrichir de ce point de vue-là. Parce que finalement, du manga, j'en dessinais déjà et j'avais pas forcément besoin d'apprendre plus de choses vu que j'avais commencé en autodidacte. Et justement, vu que vous n'avez pas fait d'école de manga, je me demandais comment est-ce qu'on arrive à se dire il faudrait que je fasse comme ça, c'est comme ça que je vais arriver à faire la bonne planche, comme ça que je vais faire le bon chapitre, le bon volume. Si on n'a pas eu une formation, est-ce qu'on l'apprend avec ses pairs? Est-ce qu'on l'apprend en regardant des vidéos sur Internet? Est-ce qu'on l'apprend en échangeant avec des éditeurs? Comment vous avez fait, vous, concrètement? La perfection n'existe pas. En fait, au début, moi, j'ai commencé à faire du manga sans me poser la question. Je voulais pas que ce soit une planche parfaite. Je voulais juste raconter mon histoire. Et donc, j'ai commencé en faisant des milliers d'erreurs. Et plus je progressais, plus je lisais des mangas. Et plus je lisais des mangas, plus je les analysais en me disant, tiens, pourquoi ici ça me marque? Pourquoi j'adore cette planche? Et quand on grandit, qu'on mûrit, on fait plus attention à ça et on corrige ses erreurs progressivement.
Et vous, vous avez dit que vous êtes venu au manga sur le tard. Le dessin, c'était quand même quelque chose dans l'enfance qui vous travaillait, ou c'était une chose comme les autres Non, je dessinais beaucoup aussi petit. Puis j'ai arrêté vers 14, enfin adolescent, on va dire. Mhm. Et, mais oui, je dessinais aussi énormément. Beaucoup de mangas en fait. Enfin, des Tortues Ninja, puis après à la découverte de Dragon Ball, je suis passé à Sangoku. Mais, voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on saute le pas à un moment donné, on se dit allez, je me lance, je vais être auteur, de manga. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que c'était une histoire qui a dit ah bah c'est celle-là, c'est la bonne? Non, des histoires, il y en a toujours plein, mais disons que c'est ce qui se précise au bout d'un moment quand on commence. En fait, j'ai presque commencé à travailler comme une professionnelle quand j'étais petite. Des fois, je me disais pendant les vacances, pendant une semaine, j'écris ma petite série dans mon coin, il n'y a personne qui la lit, ou alors il y a juste ma petite sœur qui le lit. Et du coup, déjà, j'avais cette conscience-là que c'était du travail, donc c'était intéressant. Après, j'ai envisagé une carrière dans le manga plutôt tardivement, plutôt vers le lycée, quand il a vraiment fallu se poser la question de l'orientation, parce qu'au début, je ne savais même pas que ce serait un vrai métier. Enfin, je ne connaissais pas vraiment ce milieu-là. Et je suis aussi partie dans des études plus longues pour me dire que j'avais plusieurs portes, plusieurs choix, et que peut-être qu'un jour je pourrais faire du manga à côté. Mais c'est pas quelque chose. J'ai pas décidé comme ça un jour de devenir mangaka. Dans mon cas, c'est plutôt un concours de circonstances, ma maison d'édition qui m'a repérée sur les réseaux sociaux. Et de là, j'ai commencé à me dire bon bah là c'est le moment, on se lance, on tente. D'accord. Donc vous avez été contacté directement avec quand ils vous ont demandé si vous aviez un projet. Voilà, j'ai été contactée via Facebook par ma maison d'édition, donc GT Édition, qui fait du manga français. Et moi, je postais régulièrement un peu de tout, des illustrations, des planches de manga de temps en temps, mais pas beaucoup, parce que j'avais pas forcément toujours le temps de m'y mettre sérieusement. Et du coup, on a discuté un peu, on a échangé, et j'ai commencé à travailler avec eux par la suite. Et vous, du coup, Nicolas David, comment ça a commencé? Comment on se lance dans le premier volume de Mekaz? Comment il y avait eu par exemple les 24 heures de la BD d'Angoulême. En fait, ça m'avait vachement plu d'avoir une BD à montrer. En fait, juste le fait d'avoir une petite histoire à montrer, etc. Ça avait un peu changé ma vision du truc, puisqu'avant je faisais surtout des dessins, et donc on montre un dessin et puis c'est terminé, mais en fait on voit personne en train de la lire, etc., etc. Je crois que c'est ça qui avait un peu relancé la machine. Et mes cases. Ouais, je sais pas trop comment répondre à cette question. En vrai, je crois que j'étais à un moment de ma vie où je me demandais s'il faut que je fasse un truc de ma vie, entre guillemets. Et le seul truc où j'avais un petit talent, c'était le dessin, donc je suis lancé là-dedans, quoi. Voilà. D'accord, bon, c'est très bien comme réponse. Quel est le profil des étudiants qui arrivent? Est-ce que c'est des personnes qui aiment ça, qui avaient cette envie de dessiner des mangas, qui sont arrivés du coup à force de passion, ou en se disant c'est mon seul talent, même si j'imagine qu'il y en a d'autres, bien entendu. Je ne peux pas juger. Quel est le profil approximatif des étudiants que vous voyez? Oui, il n'a pas vraiment profil type en fait. On a justement les gens qui avaient commencé des études de médecin ou un peu de tout, qui finalement décident, ils ont craqué un peu, ils ont décidé que voilà, c'était juste pas pour eux et la vraie passion c'était de dessiner. Et après, les autres qui ont dessiné depuis qu'ils avaient 3 ans, et voilà, ils n'ont jamais arrêté, ils ont décidé que c'était pour eux. Et l'autre qui s'ennuyait mortellement à l'école, donc la seule chose qu'ils faisaient, c'était de dessiner, donc ils ont décidé que c'était ça pour eux. Donc c'est vraiment un peu partout. Mais moi, ce que je dirais, c'est que ce qu'on essaye de faire comprendre aux étudiants, c'est que juste de dessiner, c'est juste une petite partie du truc, parce que juste en étant bon dessinateur, j'imagine que vous avez des capacités autres que d'être des bons dessinateurs. Il faut être déterminé, il faut avoir toute une gamme de qualités et de caractère qui fait que vous êtes déterminé, que vous êtes capable de communiquer aux autres, de convaincre aux autres que votre idée est la meilleure. Ainsi que d'être capable de protéger vos droits, de pitcher votre travail, de travailler avec les autres, justement les assistants. Quoi que ce soit. Donc, c'est être capable de dessiner, c'est une chose, mais c'est pas que ça qu'il faut pour
pour travailler en tant que mangaka. Et du coup, à l'école, vous essayez de voir un peu toutes ces facettes. Vous avez différents modules où vous allez aborder un point par un point. Oui, à partir de deuxième année, il y a une... c'est terrible, mais c'est une cours de business. On n'a pas... Peut-être il faut choisir et trouver un meilleur titre, mais lors de ces cours, justement, ils apprennent comment négocier les contrats, comment pitcher leur travail, justement, comment protéger leurs droits, tout ça, et justement comment ça pourrait... avancer dans d'autres domaines, d'autres médias. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur ce plan-là. C'est justement la question que je voulais vous poser. Tous ces aspects qui sont un peu en dehors de la création, comment on fait pour le gérer si on n'a pas eu cet appui qui peut être bien, mais vous y arrivez sans. Donc justement, c'est intéressant de voir comment vous abordez cette question. Est-ce que vous y avez beaucoup réfléchi? Est-ce que vous y allez à l'intuition? Comment vous faites? La plupart du temps, c'est venu au moment de sortir un volume. Au début, on est dans sa bulle, on fait son histoire et on croise les doigts pour que ça fonctionne. Et après, moi, dans mon cas, j'ai été assez bien accompagnée par mes éditeurs qui m'ont accompagnée en dédicace, qui m'ont expliqué ce qu'il fallait faire, ne serait-ce que pour inviter les gens à venir dédicacer ces volumes, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est des choses qui, des fois, peuvent s'apprendre un peu sur le tas, qui, pour peu qu'on soit un peu à l'aise à l'oral, peuvent venir vite. Sinon, il faut prendre un peu sur soi, s'entraîner, réfléchir. Là, comme aujourd'hui, répondre à des questions, prévoir un peu quelle question pourrait tomber, qu'est-ce qu'on peut répondre dans ces cas-là, etc. Un peu comme un entretien d'embauche, finalement. Hein. Exactement. Gérer un peu l'improvisation aussi. D'accord. On en a parlé juste avant la conférence. Là. Au Japon, en général, il y a une voie assez classique pour devenir mangaka, c'est d'abord d'être assistant d'un mangaka. Donc on est dans son atelier et on fait les décors, on fait les noirs, on fait les trames, on fait tout ce qui n'est pas le travail de l'histoire, mais le travail des fonds de cases surtout. On le disait tout à l'heure, en France et puis même à l'international, c'est quasi inexistant comme méthode de travail. Vous l'avez fait, Nicolas David, sur Angélique de Dara en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette étape-là de votre formation? Est-ce que vous pensez que ça vous a formé? Est-ce que ça vous a apporté? Ouais. Du coup, je ne l'ai pas fait très longtemps. Je l'ai fait pendant 2 mois, je crois, un truc comme ça. Mais en fait, travailler avec un professionnel, ça forme énormément parce que lui, il a des années de métier. Et après, ce qui est intéressant, en fait, être assistant, il faut être quasiment pro déjà. C'est en fait vraiment devenir assistant, c'est pour peaufiner on va pas apprendre le métier, mais par contre, on peut repérer les astuces de pro. Mais il faut déjà avoir un bon niveau pour repérer les astuces de pro, quoi. Et moi, ça m'avait énormément aidé là-dessus. Il y a encore des trucs que je repère. Je me dis, tiens, c'est vrai que ça j'avais appris avec lui, quoi. Et c'est encore des trucs que je fais sans m'en rendre compte, quoi. Et est-ce que ça vous a titillé un jour de dire, tiens, je vais au Japon et je tente ça? Ou alors même mieux, hein, de nos jours, en fait, et encore plus avec le coronavirus, ça se fait à distance. Il y a de plus en plus de dessinateurs internationaux en fait, qui peuvent assister des mangaka directement chez eux sur leur tablette ou le matériel qu'ils ont. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresserait justement pour essayer d'avoir cet apport du manga, de la source, on va dire, de là d'où vient le manga? Je pense que si à un moment donné dans ma scolarité ça avait été plus accessible, le fait de devenir assistant déjà en commençant en France ou d'avoir cette conscience que ce métier existe, peut-être que je m'y serais intéressée, mais j'admets que moi, comme j'ai commencé déjà petite à écrire mes propres histoires, j'ai déjà commencé à faire un travail d'auteur avant même de chercher à faire tout ce qu'il y a autour. Donc j'ai pas vraiment eu envie de devenir assistante avant de devenir mangaka en fait. J'ai d'abord commencé en tant que mangaka moi-même dans mon coin. D'accord. Et est-ce qu'à l'école, c'est quelque chose qu'on fait? Il y a du coup des auteurs qui sont sortis. Est-ce que vous proposez les services d'assistanat de la part des élèves? Ça commence à être un vrai parcours, oui, une vraie étape vers devenir professionnel. Ce qui n'était pas le cas quand l'école a commencé, il y a 5 ans. Mais vraiment, depuis l'année dernière, ça a vraiment commencé. Donc, par exemple, on exige que chaque étudiant fait un stage dans la 3e année et on peut quasiment trouver un stage d'assistant pour la majorité.
de troisième année. Et après, il y a certains qui commencent leur carrière en étant assistant par la suite. Donc oui, ça commence à vraiment être important. Pas que au Japon, parce que depuis le processus en Japon, c'est ça en fait. Vu débuter en étant assistant, tous les mangaka ont besoin des assistants et vu commencer comme ça. Donc déjà, voilà, d'envoyer les étudiants pour faire pour devenir assistant au Japon, c'est déjà pas mal. Mais ça commence ici aussi avec les mangaka français justement qui montent, même bien que on m'avait dit que c'est 90% de ce qui est lu ici, de manga ici, c'est le japonais. Donc ça veut dire 10% est français. Donc, parmi ces 10%, tout le monde commence de plus en plus de mangaka français commencent à utiliser les assistants. D'accord, très bien. Donc, au final, on a vu trois parcours différents. C'est qu'on a un parcours solitaire, on va dire, où on se lance seul avec les histoires, les personnages qu'on crée. On a l'école et on a l'assistanat. Il reste, je pense, une dernière porte d'accès. Je veux savoir si c'est vraiment une porte d'accès ou pas du tout. Il y a des concours qui se font de temps en temps. Par exemple, vous avez participé au tremplin Kiun et vous avez été finaliste du premier, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ça vous a donné un coup de pouce dans la carrière? Qu'est-ce que ça donne de plus finalement de faire ce concours? Est-ce que c'est juste un challenge pour vous? Déjà, ça fait progresser forcément. On est obligé de se remettre en question aussi parce qu'on se demande pourquoi on l'a pas gagné. Et pour le coup, oui, ça a donné un gros coup de pouce parce qu'en fait, Dara avait vu mon travail et c'est pour ça qu'il m'avait tout de suite pris comme assistant. Et voilà. Mais, par contre, à moins de gagner le concours, ça apporte pas forcément grand-chose. C'est ça, par rapport à l'éditeur, il n'y a pas eu de rapprochement particulier ou... Non. Mais par contre, pour Yami, qui avait gagné à l'époque, elle fait toujours grille de mécanique chez Kiun depuis. Tout à fait, ouais. Mais vous êtes quand même, si je dis pas de bêtises, il me semble que les finalistes étaient partis au Japon, il y avait eu quand même des rencontres. Ouais. Alors, je crois pas. Ou alors je crois pas, parce qu'en fait, en gros, moi j'étais dans les 10 finalistes. Puis après, il y avait un système de vote en ligne, et puis il y avait 5 derniers, et puis là, c'était un choix du jury, etc. D'accord. Mais du coup, il me semble que c'était à Japan Expo, la grande finale, je crois pas. Peut-être que c'était... D'accord. Voilà. Mais il me semble qu'il y a... c'est peut-être le trio de tête, je sais pas. Il y avait... C'est peut-être la deuxième édition. Peut-être. Est-ce que vous avez tenté un concours ou c'était quelque chose qui... Le tremplin Kiun, une année, j'ai essayé. Et en fait, j'ai pas vraiment été sélectionnée, mais ça m'a permis justement de produire. Parce que quand on est dans ses études, des fois, on prend pas le temps de se dire là, je prends tant de jours et je travaille sur un one-shot. Et c'est important de travailler sur même ne serait-ce qu'un chapitre pour pouvoir s'entraider. Et ça m'a permis aussi d'avoir du matériel à montrer à mon éditeur quand il m'a contacté. J'ai pu dire voilà, moi je fais ça. Alors ça c'était il y a 2 ans, ça c'était il y a 3 ans, et pour pouvoir aussi montrer que on veut pas devenir mangaka comme ça. On s'est dessiné, non, on a des planches derrière, on a une certaine marge de progression qu'on peut atteindre et qu'on peut montrer à son éditeur. Donc ça m'a bien servi là-dessus. Est-ce qu'à l'école, c'est quelque chose que vous proposez, des concours en interne ou participation à d'autres concours? C'est vraiment parce que au Japon, en fait, c'est vraiment considéré comme quelque chose d'extrêmement important de gagner des concours. Il y a beaucoup là-bas. Et le processus justement d'être reconnu, c'est souvent à travers les concours, qui n'est pas le cas ici, évidemment. Et ce qu'on avait aussi, une autre chose, parce que nous avons la chance, effectivement, les étudiants peuvent grâce à nos profs, peuvent entrer les concours, candidater pour les concours là-bas. Et en fait, ce qui se passe souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'une maison d'édition ici qui s'occupe de revente de manga au Japon va regarder qui a gagné les concours au Japon. Donc, si vous êtes un mangaka français, vous réussissez à gagner un concours au Japon, ça augmente considérablement la possibilité que vous allez être remarqué par un éditeur français. Donc c'est une forme de triangle un peu comme ça. Mais oui, de toute façon, les concours sont extrêmement importants dans la carrière de mangaka. D'accord, très bien. Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette question du devenir mangaka, les différentes manières. On va essayer, si vous voulez bien, d'aborder la question du quotidien
de mangaka. Qu'est-ce que c'est qu'être mangaka au quotidien, qui a une série en cours? Ça représente quoi comme travail, comme temps, comme investissement, Est-ce que vous pouvez nous dire tout ça? On travaille un peu tous les jours. C'est vrai qu'il faut une certaine rigueur pour réussir à tenir un rythme, essayer de respecter les deadlines, etc. Pouvoir gérer aussi une communication derrière. Si par exemple on a sorti un premier tome, pas se faire oublier pendant un an, parce que comme quand on n'a pas d'assistant, moi c'est mon cas, entre deux tomes il peut se passer du temps et il faut quand même pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux pour donner un petit peu de news, savoir voilà je suis toujours vivant, je vais sortir une chose prochainement, etc. Mais voilà, c'est une habitude à prendre. Je pense que, à mon avis, on n'arrive pas forcément à trouver la bonne méthode du premier coup. Moi, je cherche encore une façon d'être plus efficace. Mais voilà, la vie est comme ça et on cherche à s'organiser du mieux qu'on peut. Donc le fait d'exister sur les réseaux sociaux, ça fait partie du métier considéré. Je pense, dans mon cas, c'était important parce que j'ai commencé à être repérée par les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas abandonné ce pan-là, même si des fois c'est un peu difficile. Mais oui, pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Est-ce que vous pouvez nous parler du quotidien, de votre quotidien de mangaka? Qu'est-ce que c'est de se dire, allez, je me lance dans Droners, il faut que j'abatte des planches C'est ça, en fait, il faut abattre des planches. Donc, c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai tenté sur Droners d'avoir une vie à peu près normale avec des horaires et tout. Et ça m'a fait prendre beaucoup de retard. Donc, du coup, là, pour le bouclage, j'ai arrêté la vie normale et je travaille toute la journée jusqu'au bouclage, en fait. Donc une vie de mangaka japonais pour le moment. Puis on verra plus tard, quoi. Est-ce que si c'était possible, est-ce que avoir un assistant, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ça serait quelque chose qui serait une aide pour vous, ou est-ce que ça vous gênerait plus qu'autre chose? Parce que finalement, à chaque fois quand on crée son œuvre, on a ses idées en tête, on a plein de choses, c'est notre histoire, c'est nos personnages, c'est notre univers. Est-ce que vous serez prêt, si ça se démocratise à un moment donné en France, de pouvoir avoir un assistant, soit que vous ayez de l'argent de la part de l'éditeur qui vous permette ça, ou vous qui vous le permettiez sur votre avance de droit? Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez ou vous ne lâcherez pas Pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a plein de choses. Dans la création d'une planche, il n'y a pas que le dessin ou que le dessin des personnages. Donc, comme il y a les décors, tracer les cases, faire certains croquis, ça peut toujours être un gain de temps. Après, avoir un assistant, c'est quelque chose aussi, une relation sociale avec quelqu'un. Donc, il faut trouver quelqu'un avec qui on s'entend, avec qui on peut travailler, avec qui on a confiance. Pourquoi pas? Si ça se démocratise, peut-être que ça pourrait permettre de faire des choses plus rapidement, d'aller un peu plus loin au niveau des histoires, parce que ça prend quand même beaucoup de temps quand on est tout seul. Et je pensais au niveau de la relation avec l'éditeur, du coup c'est l'éditeur français qui parle français. Est-ce que, comme au Japon, où c'est en général souvent le cas, on a des éditeurs qui s'impliquent énormément dans la création du manga, qui vont même des fois s'immiscer dans l'histoire, ils vont avoir un énorme rôle créatif derrière. Est-ce que c'est le cas en France déjà? Pas forcément pour vous, j'ai envie de dire, parce que vous connaissez d'autres auteurs. Est-ce que c'est le cas en France, ou est-ce qu'on garde cette liberté qu'on a un peu plus dans la BD franco-belge, j'ai envie de dire, où on laisse l'auteur artiste faire son œuvre? Moi, dans mon cas, avec ma maison d'édition, c'est une maison d'édition qui fait de la création avec ses auteurs. Donc, il y a une part de l'éditeur qui travaille avec l'auteur pour mener à bien l'histoire. Moi, je sais, quand j'ai commencé à travailler chez H2T, j'ai proposé un pitch. Et à partir de ce pitch, on a travaillé, on a échangé sur la tenue de l'histoire. Donc déjà, comme c'était une première série, j'ai pas choisi une histoire que j'avais de bout en blanc en me disant je l'avais inventée il y a 5 ans, elle est comme ça et pas autrement. Non, j'ai pris une histoire qui pouvait changer, qui pouvait être modulable pour pouvoir échanger avec mon éditeur sur la meilleure façon de la mener à bien. Et après avoir, on a discuté, après avoir posé les bases, j'ai été assez libre dans la façon de raconter l'histoire. La plupart du temps, oui, il n'y a eu que très peu de changements à faire après coup. Vous, du coup, il y a deux facettes, parce qu'il y a Mekaz où vous étiez tout seul sur le titre, et là, Droners, où on est sur une licence, et en plus, du coup, au-dessus, il y a quelqu'un qui drive le projet. Est-ce que vous pouvez nous parler de la différence entre les deux concrètement? Est-ce que vous faites vraiment que le dessin, j'ai envie de dire, sur Droners, entre guillemets, hein, c'est déjà un énorme travail, ou est-ce que vous avez une part créative aussi? En fait, je suis co-scénariste sur Droners, donc on a co-écrit un manuscrit avec Sylvain. Puis après, j'ai fait le storyboard et donc le dessin. Et puis, au passage, j'ai un assistant en fait qui m'aide aussi, comme on en parlait il y a 2 minutes. Donc en fait, c'est la première fois que je travaille autant sur un manga.
Mais ouais, puis j'ai aussi un responsable éditorial qui garde un œil là-dessus. Et puis là, il y a aussi Cybergroup, donc qui sont les producteurs du dessin animé, qui regardent aussi si ça correspond au dessin animé, etc., etc. Donc c'est effectivement rien à voir avec le manga d'avant. Ouais. Et justement, est-ce que le fait d'avoir eu, pas une adaptation, mais en tout cas de travailler sur un univers qui existe déjà avec des ayants droit derrière, est-ce que ça pose beaucoup de soucis ou vous avez quand même eu une marge de manœuvre assez importante au niveau créatif? On a eu une grosse marge de manœuvre en fait, déjà parce que le dessin animé c'est du 6-10 ans et là on a eu le droit de pas forcément faire un truc que pour enfants en tout cas. Mais non, on a été quand même assez libre, quoi. D'accord, très bien. Est-ce que à l'école, je voulais vous demander, est-ce que vous avez des liens avec les éditeurs pour mettre en lien vos étudiants qui ont certainement déjà des projets, ou à force d'avancer en tout cas ils en ont, j'espère, vers des éditeurs. Est-ce que vous êtes médiateur de ces étudiants ou est-ce que c'est le fait de les avoir formés qui eux vont aller poser leurs projets directement? On fait deux exercices de ce qu'on appelle le speed networking, mais en fait c'est la rencontre avec les éditeurs, donc pour le FIBD. Et le deuxième, c'est juillet auprès de Japan Expo. Donc, évidemment, c'est très, très important pour nous de préparer les étudiants pour faire ces rencontres. Et si on fait dans le cadre de l'école, après, l'éditeur va nous donner un peu de feedback aussi pour qu'on puisse, et donner aux étudiants aussi un peu de feedback pour qu'ils puissent s'améliorer. Parce que c'est vraiment hyper important le rapport entre l'étudiant et l'éditeur. Donc voilà, on peut travailler avec eux et avec les éditeurs pour que ça s'améliore. Et une fois par an aussi, on fait un exercice, un exercice de rencontre avec les éditeurs japonais aussi, avec des interprètes. Ça, c'est en octobre. Donc voilà, oui, ils ont pas mal d'opportunités de rencontrer les éditeurs. Et du coup, pour le public là, est-ce que vous avez des exemples d'auteurs qui sont sortis de l'école et qui aujourd'hui ont publié des titres ou publient encore là actuellement des titres Non, en fait, parce que ça prend du temps. Il faut compter. En fait, on dit, je sais pas, c'est peut-être une question pour vous. Combien de temps ça vous a pris? Mais on a quelques étudiants qui avaient quitté l'école, par exemple, donc la première sortie de l'école, les 3 ans, en 2018, qui vont juste commencer à publier maintenant. Donc, ça prend du temps après. Pour travailler avec l'éditeur, il faut imaginer que ça prend 1 année pour créer un tome déjà. Donc, de trouver l'éditeur, de développer l'idée, d'après de créer les tomes et parfois plusieurs tomes en avance aussi. Ça prend du temps. Donc, on vient juste cette année, il y aura quelques-uns qui seront publiés. Mais après, on n'a pas du tout parlé de Webtoon, mais on a beaucoup d'étudiants qui commencent leur carrière sur une plateforme Webtoon qui est beaucoup plus core. Et donc, oui, il y a certains qui sont déjà publiés sur cette plateforme-là. D'accord. Justement, arrive cette question du temps nécessaire à la création, déjà que le projet arrive, qu'on le mature, qu'on fasse les volumes. Et du coup, on se demandait au tout début, mangaka, rêve ou réalité? Est-ce qu'on peut vivre du manga en étant auteur de manga en France, concrètement? Pour l'instant, dans mon cas, non. Moi, comme j'ai commencé en étant étudiante, j'avais des aides pour étudiantes et je vis encore chez mes parents. Donc, j'ai commencé justement dans un contexte où je pouvais me permettre de me lancer dans des projets comme ça et que c'était peut-être le meilleur moment pour commencer parce que j'avais pas tout le reste à penser. Après, dans le futur, si je continue, il faudra que je réfléchisse à comment est-ce que ça peut être vivable. Est-ce qu'il faut que je devienne... que je vende des choses à côté ou que je fasse un petit boulot à côté. Il y a plein de cas différents. Donc pour l'instant, surtout quand on débute, ça reste quand même très très compliqué. Je pense que oui. Par contre, il y a un truc dont on ne se rend pas forcément compte qu'on n'est pas encore édité, c'est à quel point c'est important de vendre et d'avoir un succès. C'est-à-dire, je pense qu'il faut avoir 10 000 lecteurs pour s'en sortir vraiment financièrement quand on fait ce métier. Et donc, si vous voulez devenir mangaka, pensez déjà à ça, à vous dire que vous n'avez pas que les éditeurs à convaincre. En fait, il faut vraiment aussi trouver un lectorat. Voilà. Donc, c'est possible d'en vivre convenablement pour n'importe qui, mais en vivre très bien, pour l'instant, il y a peu d'élus.
je vais avoir une question plus précise. Vous dites si vous pouvez répondre ou pas, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. On gagne combien quand on fait un tome de manga? Il faut se rendre compte, non, parce que du coup, déjà un tome de manga, est-ce que vous pouvez nous dire deux choses? Un tome de manga, ça prend combien de temps à faire? Et combien vous êtes payé? Alors en général, pour faire un petit topo simple, les auteurs ont des avances de droits, c'est-à-dire qu'on les paye avant que les livres soient vendus, pour qu'ils aient de l'argent pour créer. En général 8%, voilà, grosso modo. Vous nous dites si dans la création c'est peut-être autre chose, c'est peut-être moins, plus. Voilà, donc ils ont une avance de droit et l'éditeur fait un calcul simple. Il dit par exemple, je compte en vendre 5000, donc ils prennent le prix hors taxe et puis ils donnent 8% à l'auteur de ce prix-là, sur 5000 exemplaires. Voilà. Ça représente combien sur un manga si vous avez le droit de révéler ça. Après, voilà, je pense que c'est important de savoir. Mais en tout cas, moi, j'ai travaillé sur... pour le temps de travail, en fait, j'ai travaillé sur mon premier tome. J'ai passé environ un an et demi quand même à travailler dessus, le temps de prendre le rythme, de s'habituer, sachant que mon rythme de travail, c'était d'essayer de faire un chapitre de 20 pages par mois, tout ça à côté de mes études. Donc, c'était assez fluctuant. Il y avait une souplesse de la part de mon éditeur parce que je travaillais comme étudiante à côté. Et j'ai mis plutôt 9 mois, 1 an pour le deuxième. Donc voilà, comme on disait, c'était plutôt de cet ordre-là, parce que quand on est tout seul, c'est le temps qu'il faut. Après, on avance sur droit, donc on nous annonce du coup un montant par tome, donc temps par tome. Et dans mon cas, c'était versé petit à petit, un peu comme un salaire en fonction, enfin, à chaque chapitre. Et moi, par tome, en fait, ça va dépendre des contrats, ça va dépendre de aussi ce que la maison d'édition peut proposer, parce qu'il y a des grandes maisons d'édition qui ont les moyens d'investir sur des jeunes, des nouveautés. Moi, dans mon cas, j'avais rien produit, j'avais des choses à prouver, donc je ne pouvais pas demander forcément une grande avance, même si normalement, on devrait pouvoir demander une avance convenable pour en vivre, hein, c'est un métier comme un autre. Et donc, dans mon cas, on tournait plutôt autour des 3 000 € par tome pour commencer, ce qui est très très peu. Donc c'est pour ça qu'en tant que... 3 000 € pour un an, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment très peu. Mais j'en étais consciente et justement, ma position faisait en sorte que je pouvais me le permettre. Bien sûr, après, les maisons d'édition, au fur et à mesure, si elles prennent du galon, elles peuvent proposer mieux à leurs éditeurs. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir le manga français, pour que les maisons d'édition aient envie d'investir sur leurs auteurs. Pour ma part, c'est quand même plus. On est plus aux alentours de 15 et c'est... Chez les éditeurs plus installés, en tout cas, c'est un peu la fourchette classique. Chez Olidri, j'avais été payé 10 000. Et vraiment, je trouve que c'est pas beaucoup. C'est pour ça qu'il faut en parler. Ça se renégocie à chaque contrat. C'est pour ça que j'ai pris aussi qu'on commence avec des séries courtes, parce qu'on ne peut pas se permettre de commencer une série très longue sur un si peu. Mais j'ai été conscient. Mais je trouve que c'est le rôle de l'éditeur aussi d'investir sur ses auteurs je trouve vraiment qu'il devrait payer plus. Quoi, oui, non, pas de problème. Voilà. Je pense que c'est une vraie problématique. Hein. C'est pour ça que je pose la question. C'est que il y a 180 pages grosso modo à produire. Ça prend 1 an. Vous aussi à peu près du coup. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que si on se dit 3 000 € en un an de travail, ça pose question. 15 000 €. Bon voilà. Après, ça dépend. Ouais, en fait, 15 000, ça reste. Enfin, c'est pas si fou, quoi. C'est ça. Ça reste plutôt raisonnable par rapport au SMIC, on va dire. D'ailleurs, c'est 14. J'ai 15 000, mais c'est 14. Mais on va dire 15 000, c'est généralement la grosse fourchette. Chez un gros éditeur, ce sera à peu près 15 000. D'accord. Moi, j'ai un étudiant dans la 3e année qui autopublie et gagne pas mal sa vie. Donc, et ça, avec Ulule, c'est quelque chose que je ne peux jamais dire. Un financement participatif. Et Kickstarter. Donc, il y a d'autres méthodes qui dépassent justement les maisons d'édition, qui est de plus en plus répandue, qui est intéressant pour beaucoup de jeunes débutants. C'est justement la question que je me posais. Vous avez dit que vous avez commencé sur les réseaux sociaux, donc vous avez une certaine communauté. Alors après, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous a titillé déjà de vous lancer seul ? On y pense. Après, c'est 2 métiers. C'est-à-dire que faire le métier d'un éditeur, c'est très conséquent. Pendant mes études, j'ai fait j'ai fait un master en édition d'art livre d'artistes, qui est au-delà de la BD, qui parle vraiment des livres d'artistes. Et du coup, j'ai pu discuter avec des éditeurs pour comprendre un peu qu'est-ce que c'était que ce métier-là. Et je me rends compte que c'est beaucoup de travail, parce que même l'éditeur en lui-même, il a plusieurs métiers à lui tout seul. Donc, il faut vraiment... Ça prend beaucoup de temps, et pour avoir des amis qui font justement des projets comme ça,
c'est un temps qu'on passe pas à créer. Donc, il faut réussir à gérer l'inspiration, la création, à côté d'un travail de façonnage, d'aller démarcher les imprimeurs, d'aller démarcher les libraires, etc. Faut vraiment passer tout son temps là-dessus. Et donc, c'est une organisation différente. Vous, ça vous tenterait? Ça m'a titillé, ouais, parce que je voyais des collègues s'en sortir très bien financièrement sans faire d'énormes ventes. C'est-à-dire, en gros, en vendant 1000 bouquins, on s'en tire très bien. C'est énormément de boulot, quoi. C'est vraiment, c'est pas enfin, c'est faire deux métiers à la fois. Généralement, c'est des gens qui sont soit aidés par leur compagne, soit par leurs frères, enfin des choses comme ça. Mais gérer ça tout seul, c'est quand même assez compliqué, je pense. D'accord, très bien. Du coup, on a vu la question de l'argent, qui est pas forcément, voilà, déjà qui est pas équitable en fonction des éditeurs, de l'expérience, tout ça. Et il y a des moments où on n'a plus de séries. Vous avez plus de séries en cours, par exemple. Vous, oui, mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là, du coup? On réfléchit, on finit ses études, on essaye. Parce qu'il faut continuer à vivre. Et puis bon, Oui. déjà qu'il y a eu 3 000 € pour un an, il faut... Oui, bien sûr. On verra. Non, mais est-ce que vous faites de l'illustration à côté? Est-ce que vous essayez de rester sur le dessin ou vous faites d'autres métiers pour gagner de l'argent? Moi, pour l'instant, je vous dis, je suis encore étudiante, donc je ne suis pas encore entrée dans le monde du travail avec tout ce que ça implique. Et donc, je ne suis pas encore lancée dans le fait qu'il faut que j'ai des choses à payer, etc. Donc, pour l'instant, c'est plus continuer à se faire voir sur les réseaux sociaux, à produire des choses, à réfléchir à ces histoires, parce que ça, on ne s'arrête jamais. Hein. C'est du travail en amont. Même avant d'avoir un éditeur, on est toujours là à dessiner et à réfléchir, donc à progresser. Donc c'est surtout là-dessus. Après, bien sûr, quand je commencerai vraiment à travailler, je pense qu'à ce moment-là, ce sera d'autres questions et qu'il faudra mettre en place très vite. C'est ça, non, mais c'est... Et vous, entre Mécase et Droners, est-ce que le contrat, il était peut-être signé pile après, ou est-ce qu'il y a eu un trou où il a fallu faire autre chose? Bah non, justement, en fait, c'est que je savais pas du tout trop quoi faire. Donc, en gros, j'ai pris ce projet-là parce que j'aimais beaucoup Cana. Mais c'est vrai que si j'avais eu le temps financièrement de me poser sur un projet, j'aurais préféré travailler un projet que me lancer dans un projet de commande. Mais oui, en fait, c'est le besoin financier qui m'a lancé là-dedans. Ouais. D'accord. Très bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire quand même. Mais... Oui, non, bah, l'un n'empêche pas l'autre. Après, je vais poser une dernière question, puis après je vais passer dans la salle pour voir si vous avez des questions à poser directement aux auteurs ou directement à Caroline Parsons de l'école Human Academy. Quel conseil vous donneriez à un auteur, une autrice qui a envie de se lancer dans le manga? Qu'est-ce que vous pourrez lui dire pour que ça se passe bien? Justement, de s'informer, de venir voir des conférences comme ici pour savoir qu'est-ce que c'est que ce métier, à quoi il faut s'attendre en arrivant, que ce soit au niveau financier ou au niveau de la charge de travail. Et donc, vraiment s'informer, s'intéresser aux différentes maisons d'édition, qu'est-ce qu'elles proposent. Est-ce qu'on a envie de travailler comme auteur français en France, comme auteur français au Japon? Vraiment se poser ces questions-là, je pense que c'est très important parce que tout l'aspect technique, il vient avec du travail, etc. Mais des fois, on ne prend pas ça vraiment comme un métier, plus comme une passion. Et c'est un vrai métier où il faut réfléchir à comment on va gérer tout le relationnel, les gens, etc. Donc, et tout cet univers éditorial, en fait. Comprendre qu'est-ce que c'est une maison d'édition, qu'est-ce que c'est que la chaîne du livre, et s'informer. Ça pas juste à être aveuglé, je suis bon dessinateur, j'adore ça. Voilà, se rendre compte du marché, parce que justement, si on veut toucher les lecteurs, il faut être conscient du marché, et pas uniquement des histoires qu'ils voudront, mais du format des personnages qu'ils voudront, etc. Bah, moi, tout pareil. Mais je dirais aussi de faire des webtoons. Je pense que c'est le moment de se lancer dans les webtoons. C'est un nouveau média. C'est un peu nul, mais comme je dis, c'est un peu le Bitcoin contre l'or, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu inévitable que le webtoon va prendre une grosse part de marché. Et c'est gratuit. Enfin, vraiment, si vous n'êtes pas encore publié, faites des webtoons, quoi. Enfin, ça va vous entraîner énormément. Vous allez vous faire une communauté, etc., etc. Et voilà. Donc, d'accord, très bien. Du coup, il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser? Je vais passer. Une question pour l'auteur de Droners. Est-ce que par hasard vous aurez fait une interview pour Coyote Mag par hasard? Parce que je crois que j'ai vu un article par rapport à ça. Je crois que j'ai fait ça.
Je ne suis pas sûr et certain, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que vous savez si les Japonais sont intéressés par le manga français aujourd'hui? Par des auteurs, des séries françaises? Bah, il y a déjà Géraud qui a fait, donc, qui lui forcément intéresse les éditeurs japonais. Tony publié là-bas, je crois qu'il a quand même un petit succès, il fait quand même des petites ventes. Il y a eu même une adaptation en Oui, anime. il y a aussi ça. Et puis il n'y a pas que Géraud, j'ai oublié le nom, il y en a aussi un qui fait troisième. Oui, et il y a Shonen qui va être prépublié aussi là par la Kodansha, donc Outlaw Player. Donc oui, je crois que ça commence pas mal. Ouais. Mes étudiants ont pas mal d'intérêt justement parce qu'on a chaque année. Donc, en fait, le processus là-bas, c'est que on peut dire que c'est un peu comme un parrainage. Donc, les éditeurs là-bas prennent des étudiants et font un suivi avec eux pendant des années jusqu'à leur diplôme. Donc, on a peut-être une vingtaine d'étudiants qui ont été pris en tant que ce genre de parrainage par les éditeurs. Et certains ont été publiés dans les hebdomadaires. Donc oui, je pense qu'ils s'intéressent beaucoup, mais c'est juste, il faut quelque chose un peu comme un portail en fait, parce que c'est quasiment impossible d'accéder aux éditeurs japonais sans passer par une route, comment dire, ouverte, juste en tant qu'amateur. C'est très, 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 très difficile. Mais par une école, par exemple, c'est beaucoup plus possible qu'ils puissent donner accès aux éditeurs et le système là-bas. Après, je pense qu'il faut avoir aussi en tête que c'est plus le travail de l'éditeur derrière, c'est-à-dire, il y en a, on va prendre un exemple, il y a Kiun qui a des bureaux directement au Japon et qui ont des personnes sur place pour faire de la création déjà avec des Japonais, mais aussi pour aller vendre les titres qu'ils ont créés avec des auteurs. Parce qu'il y a la langue aussi à considérer qui est un grand blocage pour beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Alors du coup, j'avais une question concernant comment vous gérez votre emploi du temps dans la semaine ou même chaque jour en fait pour créer votre manga. Alors, disons, dans le processus de création, moi dans mon cas, je travaille d'abord sur les storyboards. Donc en fait, c'est toute une partie de la semaine, voire souvent c'est une bonne semaine. Quand je travaillais sur Wandering Soul, j'avais une bonne semaine pour travailler le storyboard. Et donc c'est un brouillon où je passe le plus clair de mon temps. Je me réveille le matin, je me pose sur ma table, je réfléchis, je cherche des références, je lis des mangas pour voir un peu quel type de découpage m'intéresse pour telle scène, etc. Et ensuite, je travaillais en fait partie par partie, donc je faisais tous mes croquis, puis tout mon ancrage, puis je scannais tout, etc. Moi, je travaille avec les outils traditionnels. Et donc, en fait, c'est se lever le matin, manger, commencer à travailler, comme si on allait au travail. En fait, faut essayer de trouver des horaires qui nous conviennent, les moments où on est le plus efficace, parce que parfois, on est moins efficace certaines heures de la journée. Donc, c'est pas la peine de se forcer à travailler beaucoup. On peut répondre à ses mails, discuter avec l'éditeur quand on a un trou. C'est assez fluctuant quand on est de chez soi. Mais globalement, comme on a des comptes à rendre, on a un temps donné pour faire un travail, il faut s'y mettre le plus possible. Et ça inclut souvent les week-ends ou les vacances. Quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut utiliser tout le temps qu'il nous faut. Et donc ça implique de travailler vraiment tous les jours de l'année. Nicolas, vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'était très bien. Bonjour. Alors, j'avais une question à propos de la structure et de l'histoire. Je me disais, comment est-ce que vous faites pour vous organiser avec le nombre de volumes, le nombre de pages, pour que le rythme soit consistant et que le lecteur reste justement imprégné dans l'histoire, justement? Pour le coup, moi, j'essaie de beaucoup copier les Japonais, c'est-à-dire que je m'impose un nombre précis de pages par chapitre, même si, pour le coup, je pourrais en faire autant que je veux. Mais j'ai l'impression que ça joue beaucoup sur le rythme et sur le côté plaisant d'un manga. En fait, c'est que l'auteur japonais, lui, toutes les semaines, il se demande comment il va convaincre le lecteur que sa série est cool. Donc j'essaie de faire la même chose, c'est-à-dire chaque chapitre, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait un petit truc intéressant dans chaque chapitre. Voilà.
Souvent, le nombre de pages, il peut être décidé à l'avance, mais dans tous les cas, il faut se rendre bien compte qu'au début du chapitre, il faut qu'il y ait un petit intérêt pour qu'on ait envie de commencer à lire le chapitre. Au milieu, on peut avoir de l'action ou des explications parce qu'on est lancé dedans. Et vers la fin, souvent, on a une sorte, enfin, c'est des codes classiques qu'on peut changer, mais on a une sorte de cliffhanger ou un petit élément qui va nous dire ah, je vais tourner la page et je vais lire la suite. Et tout ça, c'est des choses qu'on lit naturellement sans s'en rendre compte dans un manga. Et quand on en crée un, il faut se dire tiens, pourquoi je finirais ce volume d'un coup et pourquoi je lirais pas juste un chapitre tous les jours. Parfois, des très gros livres, on s'arrête au milieu ou on fait une petite pause, on met un marque-page, mais dans le cas des mangas, c'est assez rare, sauf pour les très gros volumes ou quand il y a beaucoup de texte, de lire un manga que les 2 premiers chapitres et puis on s'arrête, ou alors c'est qu'il ne nous plaît pas tant que ça. Donc vraiment donner cette envie de toujours poursuivre la lecture, c'est comme le format des séries en fait à la télévision. Une série, elle va commencer avec quelque chose d'impactant. Elle va continuer, elle va développer son histoire et vers la fin, elle va rajouter un petit élément qui va dire non là, je peux pas m'arrêter maintenant, je vais regarder l'épisode qui suit. Bonjour, ce serait pour savoir si jamais vous avez déjà eu des propositions, enfin des idées pour améliorer votre manga qui soient refusées par les maisons d'édition. Tu veux dire, est-ce que j'ai déjà eu des projets refusés par des éditeurs? Oui. Oui, ouais. Moi, j'ai pas proposé, donc non. De quoi vous inspirez-vous pour faire vos histoires? Par exemple, que ce soit des livres, des mythologies, etc. Dans mon cas, moi, j'ai une vraie inspiration tirée des films du studio Ghibli. Donc, il y a beaucoup de mes histoires qui se passent dans la nature. C'est des voyages initiatiques avec des enfants qui grandissent et qui se développent. Après, il y a aussi des mangas que j'aime beaucoup, dont je m'inspire soit dans le style de narration, soit dans le style de personnage, soit juste graphiquement. Moi, je me suis beaucoup inspirée des tomes de To Your Eternity pour les paysages de forêt, notamment dans les premiers tomes. Il y a beaucoup de forêts et ça m'a bien aidé pour pouvoir créer tout ça. Ou l'atelier des sorciers pour l'ancrage qui est incroyable. Donc du coup, ça m'inspire. J'essaye pas forcément de le copier, mais des fois, ça donne juste une impulsion de se dire voilà, j'ai envie d'avoir cette intensité dans le trait et donc je vais ouvrir ce manga et m'inspirer de ça. Tout à l'heure, vous parliez par rapport à l'importance des réseaux sociaux, tout à l'heure avec Facebook pour présenter vos travaux. Et c'est comme ça que vous avez eu votre éditeur qui vous a contacté. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des plateformes justement destinées à présenter ces travaux sur Internet pour qu'après il y ait un échange de contacts? C'est assez fluctuant. Des fois, il y a des choses qui marchent, des fois non. Moi quand j'ai été remarquée, j'étais sur Facebook, DeviantArt. Donc j'avais surtout une galerie sur DeviantArt. Et après, j'ai commencé à travailler un peu plus avec Twitter, Instagram. Quand j'ai commencé à travailler avec mon éditeur, il m'a dit de créer un compte Instagram parce qu'au niveau des images, c'était un peu plus facile pour le partage. En fait, ça va dépendre. C'est là où chercher sa communauté. En fait, aller quelque part, essayer de se faire sa place, trouver des gens qui nous suivent. Et puis, des fois, ça marche mieux sur un réseau qu'un autre. C'est très différent. Faut juste pas abandonner, essayer de voir qu'est-ce qui marche pas. Du coup, on va poser la dernière question puisque après c'est l'heure. Alors, je suis honoré de poser cette dernière question. Tout d'abord, merci pour cette conférence, c'était très intéressant. Alors, j'ai plusieurs questions un petit peu personnelles. C'est le financier que je suis de formation qui va poser ces questions-là. Lorsque j'entends que, par exemple, vous gagnez 3 000 à l'année ou 15 000 à l'année, ça me semble quand même assez peu. Je voulais savoir déjà, est-ce qu'il y a un pays où on peut bien en vivre? Et ensuite, question subsidiaire. Considérant que c'est quand même un sacrifice, si tant est que vous le voyez comme un sacrifice, avec le recul que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça en valait la peine? Et dernièrement, pour toutes les personnes qui voudraient par exemple se lancer dans le manga, est-ce que vous auriez chacun un conseil ou quelque chose, une erreur que vous avez faite que vous ne feriez pas aujourd'hui? Voilà, merci. Alors, du coup, déjà pour répondre sur le... En fait, en France, on a beaucoup de chance. Même si c'est vrai que c'est pas très bien payé, on a beaucoup de chance. En fait, tous les Italiens, etc., nous regardent avec des yeux de jaloux, en se disant mais c'est incroyable d'avoir autant d'opportunités. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Italiens qui sont signés chez HDT, parce qu'en Italie, ils ont absolument aucune opportunité. Et donc voilà, c'était pour le côté financier. Et du coup, je connais pas de pays. Au Japon, il y en a qui en vivent très bien.
je m'intéresse pas forcément au marché international parce que moi j'ai envie de travailler en France et de faire du manga en France. Voilà, après, forcément, on parle de sacrifice, mais c'est aussi un milieu qui est très compliqué parce que déjà, il faut un peu prouver sa valeur en tant qu'auteur si on veut des fois gagner, ou alors il faut être accepté dans une bonne maison d'édition qui a peut-être les moyens d'investir beaucoup. C'est beaucoup de choses, c'est de la négociation aussi. Il faut savoir négocier son contrat quand on en a l'occasion. Mais dans tous les cas, il faut aussi essayer de trouver un éditeur qui nous convienne parce que parfois, ça peut ne pas coller, c'est du relationnel. Donc, en fait, c'est plein de choses. Au-delà du sacrifice, comme j'ai expliqué, c'était être conscient du marché, conscient de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et se dire que des fois, il y a un format qui peut ne pas durer. On peut commencer à travailler sur du manga, puis se rendre compte que c'est plus rentable à un moment de sa vie, avoir besoin d'autre chose et bouger. C'est vrai que moi, dans mon cas, si jamais je commence ma vie active et que je vois que je ne peux pas vivre du manga, et malheureusement, j'arrêterai parce que l'important d'un travail, c'est quand même de pouvoir en vivre. Et il faut se dire que voilà, s'accrocher à un rêve, c'est beau, mais il faut être conscient de tout ce qui est autour. Je pense aussi que, je me rappelle que la dernière FIBD, il y avait des auteurs de BD en grève pour la même raison. Donc, c'est pas que le manga, c'est déjà le BD, mais je pense que c'est le travail d'un artiste, de toute façon, sur tous les domaines médiatiques. C'est qu'il faut investir des années sans être bien rémunéré, et puis en espérant que vous allez devenir assez répandu pour finalement être reconnu correctement. Et ça arrive avec les artistes de BD et les mangas. Au Japon, de toute façon, il faut travailler justement pendant quelques années en étant très peu rémunéré, et puis finalement, les grands mangaka, ils sont vraiment extrêmement bien rémunérés. C'est vraiment considéré comme les rois. Donc, oui, il faut juste beaucoup de patience, je pense. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois.